Pour ce qui me concerne, je m'appelle Julie Morel, je suis praticienne, je suis facilitatrice en intelligence collective et adhérente à l'ICPC depuis quelques années. Voilà, je fais partie de la petite équipe que vous allez rencontrer tout au fil de cette soirée qui a initié et imaginé ce webinaire et ce chantier global sur genre et participation. Ce webinaire, c'est un webinaire de lancement. C'est un webinaire qu'on a voulu sciemment assez tranquille, enfin voilà, avec et classique. Voilà, disons les choses comme elles sont. Donc, on va avoir un temps d'introduction par Audrey, ensuite un temps d'intervention de Nolwenn Le Chevalier et Catherine Achin qu'on vous présentera tout à l'heure, et un temps de questions-réponses. Somme toute relativement classique, mais pour lequel on a essayé de dégager la plus grande plage de temps possible. C'est à peu près tout pour moi. Vous remercier d'être toutes et tous là ce soir, et puis juste vous dire qu'on est 68 connectés là en ligne sur les 156 personnes qui s'étaient inscrites, donc quasiment la moitié. Donc c'est intéressant de voir que le sujet est quand même mobilisant. Enfin bon, bref, que ça fait venir les gens. Audrey, je te laisse la parole pour l'introduction et nous replacer un peu le contexte de ce travail collectif et de ce qu'on a envie de partager maintenant avec l'ensemble des personnes qui sont là ce soir et celles qui nous rejoindront peut-être au cours de ce chantier. Merci Julie. Voilà, donc je vais faire cette petite introduction pour le groupe de travail. Tu l'as dit, c'est une organisation collective et ça reste ouvert. On espère ce soir d'autres s'embarqueront avec nous pour porter des ateliers locaux. Voilà, plus on est nombreux, mieux c'est sur ce sujet. Donc, juste quelques mots peut-être par rapport à l'origine de ces rencontres. Donc, au fond, c'est parti de discussions de couloir, ces rencontres. Discussions de couloir sur des constats partagés qui sont, voilà, le petit sondage qu'on a passé au début, au fond, confirme ces constats. Moins de femmes dans les temps participatifs, moins de prise de parole. Constats partagés aussi sur c'est pas toujours facile d'expérimenter des choses différentes. Là, je vous ai mis un petit dessin issu d'une bande dessinée qui est sortie sur les femmes en agriculture, qui est intéressant puisqu'il soulève ces questions à la fois de la place des femmes, de la mesure aussi, au fond, comment objectiver ça. Donc tout à l'heure, dans le sondage, on vous a demandé, pour vous, au fond, quelle était la part des femmes, mais parce qu'il n'y a pas vraiment de données agrégées. Chacun, on va mesurer dans les réunions qu'on organise, j'ai tant de femmes, tant d'hommes, et même au-delà des réflexions en incluant le non-binaire. Donc voilà, au fond, c'est constat partagé et un besoin d'aller plus loin collectivement. Donc d'où l'idée de ces rencontres avec des questions qui sont apparues, des questions qu'on a essayé de formaliser, à traiter ensemble. Ces questions étaient à la fois sur l'état des lieux, où est-ce qu'on en est en termes de genre et participation, donc quelle est la part des différents genres, quel est leur poids dans les produits de la participation, mais aussi quels moyens peut-on mobiliser pour objectiver ces inégalités. Et est-ce qu'aujourd'hui, les dispositifs reconnaissent une plus grande variété de genres au-delà de la distinction binaire homme-femme? Donc des questions sur l'état des lieux, des questions aussi sur les pratiques, bien sûr, au fond, quel dispositif, méthode pour lutter contre ces inégalités, un besoin de partage des retours d'expérience, en particulier sur les dispositifs spécifiques tels que les dispositifs non mixtes ou imposant la parité. Des questions aussi se sont posées dans la construction de ces rencontres. Au fond, est-ce que c'est pertinent de se focaliser sur les questions de genre ou puisqu'il y a d'autres formes d'exclusion, donc ça pourra venir aussi le lien entre les autres formes d'inégalité de participation et dans les pratiques, dans la mise en œuvre de la participation de la concertation, comment on considère ça. Donc des questionnements qui ont donné lieu ensuite à fixer les objectifs de ces rencontres, qui étaient de partager des connaissances donc concernant l'état des lieux, mais aussi des expériences et des pratiques. Lorsque vous vous êtes inscrit, il y avait des petites questions aussi, et les attentes exprimées rejoignaient les objectifs dessinés pour ces rencontres en amont, avec une insistance sur le besoin de partage de méthodes et d'outils. Donc, n'hésitez pas ce soir, et les rencontres locales permettront aussi vraiment ces partages. Et voilà, il y a l'idée de capitaliser aussi sur ces outils en produisant des fiches. On pourra rediscuter à la fin des perspectives. Des rencontres qu'on a souhaitées en plusieurs temps, puisqu'au fond, c'est un
vaste sujet qui demande à être traité. Donc, en fait, c'est un peu un chantier qu'on vous propose d'ouvrir ce soir, avec un premier temps de partage d'éléments d'état des lieux et 2 interventions. On a voulu vraiment un peu pour poser des bases larges, pas seulement sur la démocratie participative, mais sur le genre aussi dans la démocratie de manière générale. Puis, 2 décembre, au printemps, on vous propose en fait de participer à des ateliers locaux, alors qui sont en train d'être programmés. Il y a déjà eu des propositions. Alors, une date est sur Montpellier le 12 janvier. Tout le monde est bienvenu pour un café débat. Mais dans d'autres villes, c'est vraiment en train de se formaliser et vraiment toutes les propositions sont bienvenues pour se créer ces ateliers locaux où on demandera simplement de faire une restitution des échanges. Voilà, on proposera une fiche un peu type pour un peu capitaliser ensemble et on pourra se donner rendez-vous tous en clôture au printemps pour un temps de restitution collective et de perspective. Vous voyez, en bleu, c'est ateliers locaux ou webinaires thématiques. C'est tout à fait ouvert aussi de refaire un webinaire de ce type-là. Si un sujet émerge, on peut inviter une intervenante ou faire un partage plus large. Et quand je vous disais au départ, des questions à émerger, puis peut-être un sentiment qu'il y avait des expériences, une richesse à partager. En effet, lorsque vous vous êtes inscrit en répondant à la question, est-ce que vous avez déjà mis en œuvre des actions spécifiques vis-à-vis du genre? Donc, 48% des 142 inscrits, c'était avant les derniers inscrits, donc ont répondu que oui. 24 personnes avaient mis en œuvre un dispositif qui imposait la parité. 22 personnes vraiment avaient adapté de manière formelle les manières d'animer. 10 personnes avaient mis en œuvre un dispositif non mixte et d'autres actions également avaient été mises en œuvre, par exemple avoir plus de femmes parmi les intervenants, mettre en place des gardes d'enfants, des horaires adaptés ou un dispositif d'évaluation de la parité ou encore vraiment traiter un sujet spécifique, thématique lié au genre. Les retours aussi au niveau de l'inscription, c'est que malgré tout, les objectifs qui avaient été fixés à ces dispositifs étaient pour presque la moitié partiellement atteints, mais aussi pour un gros quart atteints, et avec plusieurs personnes qui étaient prêtes aussi à partager leur expérience. Donc déjà 22 personnes parmi les inscrits qui étaient prêts à partager les expériences. Donc tout ça est très positif et n'hésitez pas à formaliser ces propositions. Donc sur le site de l'ICPC, on commence à rassembler des ressources, des références et l'idée c'est de continuer à rassembler ces ressources tous ensemble. Vous avez aussi la possibilité, vous voyez, de participer à l'appel à contribution, donc pour participer soit à l'organisation d'un atelier local, proposer de faire une intervention pour partager votre expérience. On va repartager dans le fil de discussion le lien, mais tout le monde est bienvenu et je crois que j'ai dépassé mon temps de parole, donc je passe le relais à Julie pour laisser la place aux intervenantes qui ont des choses passionnantes à nous dire. Merci. Merci Audrey. Non, en fait, on est pile dans les temps, il n'y a pas de problème sur ce point-là. Maintenant, juste, je voudrais qu'on accueille Catherine Achin et Nolwenn Le Chevalier, qui sont nos intervenantes pour ce soir. Catherine, tu es professeure de sciences politiques, chercheuse sur les questions de genre en politique et sur l'histoire sociale des féminismes. Voilà, écoute, Catherine, je te laisse la parole immédiatement. Et puis, s'il y a besoin de quoi que ce soit, tu nous préviens. Mais a priori, c'est tout bon. Merci à toi. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Donc, je suis bien contente d'être là. On a discuté avec les organisatrices sur les points essentiels. Moi, je travaille sur la représentation politique des femmes dans la sphère conventionnelle. Je travaillais sur la France et l'Allemagne. Donc, je voudrais juste rappeler quelques éléments sur la domination des femmes dans cet espace politique. Et peut-être que, comme après Nolwenn nous parlera de dispositifs de participation, on pourra essayer de voir s'il y a des choses qui se déplacent ou qui se reproduisent un peu, y compris dans les dispositifs participatifs. Donc, je vais parler beaucoup un peu de la fameuse République universaliste française, parce que voilà, c'est sur ce terrain que j'ai beaucoup travaillé, tout en pouvant après dans la discussion peut-être convoquer d'autres exemples des
des pays qui ont choisi d'autres dispositifs où les choses fonctionnent un peu différemment. Alors voilà, donc juste rapidement, je vais commencer par rappeler les liens un peu spécifiques entre genre et politique en France. Le genre, je le définis comme un système de bicatégorisation et de hiérarchisation entre les sexes, donc entre les hommes et les femmes, et entre les valeurs et les pratiques qui leur sont associées. Donc c'est vraiment un système qui hiérarchise et qui bicatégorise. Voilà. Alors, donc, rappelez les spécificités de ce point de vue. Après, donc, je rappellerai la longue sous-représentation des femmes en politique en France. Et puis, j'évoquerai quelques dispositifs qui ont été testés quand même dans la sphère conventionnelle et qui ont une certaine efficacité pour changer la part quantitative des femmes, ça tout le monde est au courant avec la parité, mais aussi des dispositifs un peu moins connus sur voilà, les prises de parole ou des instances dédiées dans les assemblées qui peuvent essayer d'améliorer la représentation qualitative du point de vue des femmes. Alors, juste 3 choses d'abord sur les spécificités françaises, donc des rapports entre genre et politique, que vous connaissez toutes. D'abord, ce décalage de près d'un siècle entre l'accès au suffrage et à la citoyenneté politique pour les hommes et pour les femmes, donc 1848-1944. Seule la Suisse accuse un écart plus important. Donc voilà, donc la France a été le premier pays à donner le suffrage, l'accès à la citoyenneté politique à tous les hommes. Et un des derniers pays européens a donné ce même droit aux femmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant plus d'un siècle, et même depuis la Révolution française, les hommes ont eu le monopole de la définition des rôles politiques et des institutions politiques. La politique a été faite par et pour les hommes. On a discuté de politique dans les cafés, dans les places publiques, dans des lieux qui étaient souvent quasiment réservé aux hommes, et ça s'est fait, ça a marqué quand même les institutions de cette masculinité originale, et ça pèse encore aujourd'hui puisque quelle que soit leur qualité, les femmes ne sont jamais complètement ajustées aux habits politiques. Elles sont toujours soit trop femmes, soit pas assez, mais parce qu'on ne réfléchit pas assez au fait que ces habits ont été taillés par et pour des hommes. Ensuite, deuxième chose que je voulais souligner, c'est le rapport un peu spécifique des mouvements féministes français, notamment de ceux des années 1900, de la décennie 70, par rapport à la politique dite institutionnelle. En France, les mouvements de la deuxième vague sont caractérisés par leur inscription forte du côté de l'autonomie et de la radicalité, à la différence de ce qui s'est joué dans d'autres pays, y compris en Europe, où le mouvement féministe est davantage scindé entre un courant intégrationniste et un autre courant autonome. En France, très rares sont les féministes qui, en groupe, ont cherché à modifier les institutions de l'intérieur. Elles ont plutôt cherché à renverser des institutions d'un État jugé patriarcal. Donc, il y a eu très peu en fait, de porosité entre les partis politiques, notamment, et les mouvements féministes de la deuxième vague. On les verra revenir ensuite dans les années 90 pour réclamer la parité. Enfin, dernier constat, on le sait bien, mais après un siècle d'exclusion, les femmes ont été très longtemps sous-représentées en politique. En 1993, il y avait 6% de femmes à l'Assemblée nationale et il a fallu un dispositif contraignant, obligatoire, pour que les choses changent. Donc, c'est la parité. La France a été le premier pays à adopter une loi qui oblige les partis politiques à mettre en œuvre la parité aux différents échelons concernés. Alors, voilà, je voulais vraiment insister sur le poids de l'histoire, sur les rôles politiques, les manières de faire politique, puisque la définition du métier politique, c'est vraiment construit sur des normes masculines, et notamment, on en parlait tout à l'heure, sur la politique se vit comme un métier de vocation qui est extrêmement chronophage, où on ne compte pas son temps, où on a des réunions tardives, et où on doit construire des réseaux, et tout cela est possible lorsque l'on est accompagné de femmes qui prennent en charge les tâches domestiques. Le rôle des femmes, des hommes élus, a été bien mis en évidence par différents travaux de recherche. Alors, sur les facteurs qui expliquent la longue sous-représentation des femmes en politique en France avant la parité, il y a des facteurs institutionnels. Je ne vais pas vous faire une tartine là-dessus, mais c'est connu. Le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours ne favorise pas le renouvellement. Le cumul des mandats, qui était une tradition française avant sa réduction, ne favorisait pas non plus le renouvellement.
Et puis, les modalités de l'investiture partisane n'ont pas été favorables aux femmes. Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est un peu de spécificité française. Les partis politiques en France n'ont jamais été des partis réellement de masse, comme ils ont pu exister ailleurs. Même le Parti communiste, à sa grande époque, n'a pas pu revendiquer autant de militants que ses voisins, notamment en Italie, ou même le Parti social-démocrate en Allemagne. Et surtout, les partis politiques français n'ont jamais laissé de place aux femmes en leur sein, avec l'organisation de groupes autonomes dans le parti, comme ça existe dans les partis sociaux-démocrates en Europe du Nord, où les femmes ont leur organisation et du coup avec historiquement des places réservées sur les listes, un budget propre, etc. En France, il y a toujours eu des tentatives au sein du Parti socialiste ou du PSU, mais jamais les femmes n'ont réussi à obtenir des places réservées à l'intérieur ou une organisation autonome avec des réels moyens. On les a plutôt satellisées à l'extérieur des partis politiques. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait dû passer par la parité pour contraindre les partis politiques. Les partis politiques français ne s'étaient pas auto-contraints, à la différence des partis ailleurs, notamment en Europe du Nord ou même en Allemagne, où ce sont les partis politiques qui se sont eux-mêmes dotés de quotas. Voilà. Alors, juste quelques mots sur la loi dite sur la parité, donc qui a dû passer par une révision de la Constitution et puis qui a été votée la première fois en 2000. Elle est le résultat d'une forte mobilisation de l'espace de la cause des femmes, donc des féministes dans le mouvement associatif qui ont trouvé des relais dans l'administration et chez les politiques. Et si les politiques de droite comme de gauche se sont convertis à l'idée paritaire, c'est qu'ils en ont escompté des gains de démocratisation. Des femmes étaient censées réenchanter la politique, faire de la politique autrement. Et on va voir que ce présupposé un petit peu différentialiste ou parfois frôlant avec l'essentialisme pèse aussi encore aujourd'hui sur les femmes qui entrent en politique. On attend d'elles qu'elles prennent d'autres responsabilités, qu'elles se comportent différemment et parfois ça les cantonne un peu à certains rôles et certains postes. Alors, en revanche, ce qu'il faut dire, c'est que ça a été extrêmement débattu, la question de la parité. Ça a été l'occasion d'ailleurs de réfléchir au fonctionnement de la démocratie française et à tous ces dysfonctionnements, pourrait-on dire. Mais une fois que ça a été voté, ce qui a été remarquable, c'est le pragmatisme des acteurs politiques qui se sont saisis de cette contrainte comme d'un nouvel outil. Finalement, construire une liste paritaire, c'est pas seulement une contrainte, ça peut permettre aussi d'écarter des personnes qu'on n'a plus envie d'avoir sur sa liste, ça permet de la composer. Voilà, c'est un outil supplémentaire. Et puis, la parité, on le sait, alors que ça avait été extrêmement discuté pour la politique, elle a ensuite été élargie à d'autres domaines, où elle a produit aussi des effets très concrets avec des quotas dans les conseils d'administration des grandes entreprises et dans la haute fonction publique et dans les fédérations sportives, etc. Alors, juste pour vous, depuis les dernières élections législatives, il y a 39% de femmes à l'Assemblée nationale. Grâce, paradoxalement, à La République En Marche, qui a présenté 50% de femmes dans des circonscriptions gagnables, puisqu'il y a quasiment autant de femmes que d'hommes élus pour La République En Marche. C'est le premier parti politique qui réalise ça. Et ça place la France au 17e rang mondial du point de vue de la représentation politique des femmes, mais loin derrière des pays comme le Rwanda, Cuba, Bolivie, Mexique, Suède, qui occupent les 5 premières places. Alors, une fois qu'on a dit ça, les effets de la parité, ils sont indéniables à tous les échelons où il n'y a pas de négociation possible, c'est-à-dire toutes les élections au scrutin de liste, municipalités, régions, délégations au Parlement européen. Depuis 2015, les départements qui étaient des bastions masculins, il y avait 13% de femmes. Maintenant, ils sont strictement paritaires grâce au binôme paritaire. Et puis, donc, sanctions financières pour les législatives qui n'ont cessé de progresser et qui font qu'aujourd'hui, voilà, on a désormais 39% de femmes à l'Assemblée nationale, 33% au Sénat. Donc, un effet indéniable, mais derrière ce portrait je dirais mixte des élus désormais en France, il faut souligner deux choses, deux effets un peu cachés. D'abord, s'il y a toujours autant de femmes que d'hommes, des recherches ont pu montrer que les femmes étaient davantage renouvelées que les hommes. Donc, on a toujours un conseil paritaire, mais les femmes vont faire 1, voire 2 mandats et les hommes
davantage, on les renouvelle moins. Et deuxième effet caché, elles n'ont pas exactement les mêmes responsabilités que les hommes dans ces assemblées. C'est connu, mais ça reste extrêmement lourd. La division du travail politique, aussi bien verticale que horizontale. On le sait, les femmes ne dirigent pas les assemblées. Il y a seulement 20% de femmes maires. Jamais aucune femme n'a dirigé l'Assemblée nationale ou le Sénat. Il y a seulement voilà, elles ont atteint la tête des grandes villes. C'est ce qui a été emporté récemment. Mais sinon, dans les assemblées, elles n'accèdent pas au dernier poste, donc plafond de verre. Et puis, la répartition des délégations reste extrêmement stéréotypée. Ça, c'est aussi des choses très connues, mais qui bougent assez peu. Alors, ce que je voulais dire sur les dispositifs, donc la parité, elle est de plus en plus accompagnée d'autres dispositifs qui sont parfois soutenus par les partis politiques qui ont été sensibilisés quand même au problème de la représentation qualitative des femmes. Sur les questions des prises de parole, il y a le rôle du parti des écologistes qui ont été vraiment pionniers de ce point de vue sur, voilà, il faut compter les temps de parole. Lorsqu'une femme s'inscrit, ils la font remonter systématiquement, parce que sinon, les enquêtes qui ont été faites sur les assemblées politiques montrent que la parole des femmes est systématiquement dévalorisée, elle est moins fréquente, mais après, elle est entravée, discréditée, déformée. Par exemple, au Conseil régional d'Île-de-France, des chercheuses ont montré que lorsque des femmes montent à la tribune, les hommes se mettent à bavarder, ils font un brouhaha et on les entend moins bien. Donc, en fait, ils perturbent leur prise de parole, tandis que quand un homme parle, les femmes se taisent. Donc, il y a aussi des modalités de fabrication de cette inégalité face à la prise de parole, qui n'est pas seulement une question de fréquence, mais aussi d'attention qu'on accorde à la parole. Donc, de plus en plus, il y a la volonté aussi de rendre systématiques les inscriptions au verbatim des conseils et dans les assemblées centrales, des remarques sexistes qui jusque-là étaient dures, mettaient 3 petits points ricanement. Voilà, désormais, ça va être inscrit en espérant que ça censure un tout petit peu les commentaires qui continuent, les commentaires sexistes dans les assemblées. Et puis, ah oui, je n'ai pas dit, mais il arrive fréquemment que des femmes se fassent couper le micro. Ça arrivait récemment avec Xavier Bertrand au Conseil régional. Bref, un dernier mot, parce que je ne veux pas être trop longue, je m'arrête dans 2 minutes. L'autre chose qui est un peu une spécificité du champ politique traditionnel de la démocratie représentative, c'était la banalisation des violences sexistes et sexuelles. En politique, plus qu'ailleurs, les questions de harcèlement étaient soumises à l'omerta. Bon, ça commence à changer un peu. Vous avez vu qu'il y a un MeToo politique qui vient d'être lancé, vu que certaines affaires sortent enfin dans le monde politique, mais peut-être parce que justement les modes de fonctionnement se passent et de promotion ont souvent lieu en coulisses, de manière un peu informelle, sans qu'on sache vraiment comment on obtient une investiture, une promotion. Voilà, c'était un milieu où plus qu'ailleurs, des comportements sexistes et violents ont été davantage tolérés qu'ailleurs. Donc c'est peut-être aussi en train de bouger, mais il reste vraiment du travail. Donc, juste en conclusion, je voulais juste dire que derrière les avancées indéniables des dispositifs contraignants de la parité, ce qui n'a pas été encore complètement attaqué et mis en question, c'est la clôture du champ politique et la maîtrise de qui entre, qui reste, qui sort, qui reste largement aux mains de certains dirigeants. Voilà, quand on regarde dans l'entourage du président de la République, voilà, qui prend les décisions importantes, et il y a toujours un petit cénacle d'hommes autour de lui. Et surtout, on est toujours dans la production d'un ordre du genre conservateur qui est appuyé sur la différenciation des tâches et des rôles que l'on accorde aux femmes et aux hommes. Et ça constitue véritablement une grande limite au cadrage féministe et progressiste de la parité. Et c'est pourquoi je pense que c'est très intéressant ce qui se passe dans la participation à un dispositif qui ont été imaginés justement pour qu'on puisse entendre les subalternes qui étaient tues et exclues du champ politique conventionnel. Voilà, je m'arrête là. Merci Catherine, effectivement, ça nous soutient en fait, je pense, pour la suite de la présentation de Nolwenn, d'avoir cet éclairage dans la démocratie représentative où ce que je retiens moi, c'est que
Le passage par la contrainte a été primordial dans une certaine dose de changement et qu'aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour faire l'état des lieux de tout ce qu'a pu amener cette contrainte et on voit bien que le travail reste encore probablement à remettre sur le métier. Et à tes côtés, on accueille Nolwenn Le Chevalier, qui est toute jeune diplômée de Sciences Po Rennes, d'un master qui s'intitule Concertation et territoire en transition. On va quitter un moment la démocratie représentative en se souvenant de tous ces apports que tu viens de nous faire et puis se concentrer avec Nolwenn sur ce qui peut se passer à l'échelle de la démocratie participative sur un cas qui est celui de Nolwenn, dont tu vas nous parler plus précisément. Je n'étais pas à l'écran, Nolwenn. Qui est un cas qu'on rencontre régulièrement toutes et tous et qui est assez typique, qui est le cas de l'aménagement d'espaces publics. Donc c'est quelque chose qui va probablement parler à beaucoup de personnes qui sont ici ce soir. Voilà, je vais juste te laisser te présenter, rappeler que tu viens d'être diplômée, que tu as produit un travail de rapport de stage qui confie nos mémoires quand même, un peu documenté, on va dire, sur le sujet du genre dans la participation. Et voilà, sans plus de transition, je te laisse la parole. Ok, super. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour la facilitation, Julie. Alors, pour replacer assez rapidement le contexte dans lequel j'ai travaillé et pourquoi je suis là ce soir. Donc, comme tu viens de le dire, je suis récemment diplômée du master Concertation et territoire en transition de Sciences Po Rennes sur le campus de Caen. Et l'année dernière, j'étais en apprentissage à la mairie et la métropole d'Orléans. Donc, j'ai pu travailler sur des questions de participation citoyenne et de concertation, notamment pour des projets urbains et de transition écologique de manière générale. Et donc, dans le cadre de mon Master 2, j'ai rédigé un mémoire qui s'intitule « Le genre dans la participation citoyenne, quel levier pour déployer des processus de concertation inclusifs ?» Et donc, ce soir, dans le cadre de ce séminaire introductif, j'ai choisi de suivre un fil rouge que vous voyez normalement à l'écran, je pourrais nommer la question du genre dans les démarches, ou plutôt les questions du genre dans les démarches de participation citoyenne, quels enjeux, quelle marge d'action et quelles conséquences sur les processus. Donc, pour structurer un petit peu mes propos, je vais développer à peu près 4 ou 5 questions ensemble ce soir qui pourra être une base de réflexion et d'échange ensuite, et ensuite d'action pour les groupes locaux qui vont se constituer. Donc, pour faire une petite introduction, j'aimerais poser la question de qui participe aux démarches de concertation, même si j'imagine que vous connaissez en grande majorité la réponse. Et en fait, j'aimerais tout d'abord partir d'un constat que j'ai pu développer dans mon mémoire, le fait que la participation citoyenne est aujourd'hui face à un point de tension, face à une sorte de blocage, c'est-à-dire que malgré le fait que les processus de concertation et les collectivités de manière générale essayent de développer des processus qui soient les plus inclusifs possibles et qui soient mobilisateurs pour tous et toutes, on se retrouve aujourd'hui face à une situation assez statique, c'est-à-dire que les démarches et les processus sont généralement mobilisés par un groupe trop restreint de la population, c'est-à-dire des hommes cisgenres, donc c'est-à-dire que leur genre correspond au genre qui leur a été assigné à la naissance, et également des hommes blancs relativement riches, retraités et en grande majorité hétérosexuels. Donc, pour répondre assez rapidement, qui participe aux démarches de concertation, généralement, c'est toujours les mêmes. C'est souvent ce qu'on entend dans les témoignages de praticiens et de praticiennes de la concertation. Donc, ce constat est, j'imagine, j'imagine partagé au sein de l'Assemblée ce soir. Et du coup, face à cela, on peut se demander quelles marges d'action sont possibles pour tendre vers des processus plus inclusifs. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on replace le contexte de pourquoi il est aujourd'hui nécessaire de s'intéresser aux questions du genre dans la participation et dans la concertation de manière générale. Donc, en partant du constat que je viens d'évoquer, d'une participation citoyenne et en fait de manière générale d'un exercice citoyen, entre guillemets, qui serait plus importante de la part des hommes cisgenres que de la part des femmes, on peut se demander en quoi il faut s'intéresser aujourd'hui et pourquoi c'est intéressant de s'intéresser au genre dans la participation citoyenne. Donc, les enjeux sont évidemment nombreux et complexes, mais tout d'abord, je pense qu'il est important de comprendre qu'aujourd'hui, il y a un risque de créer une vision monochrome de la ville en valorisant et en ne prenant en compte que les expériences urbaines. Et je me base là sur mon expérience en alternance de l'année dernière, si on prend donc en compte que la vision des hommes lors des projets urbains. C'est-à-dire qu'à l'heure où les collectivités essayent de développer des démarches co-construites et des démarches
de projets urbains qui seraient résilients, qui seraient durables, ne prendre en compte que la vision des hommes constitue en fait, selon moi, un échec pour tendre vers des territoires qui soient vraiment résilients et qui soient durables. Et ensuite, parce que, selon moi, considérer le genre comme une sorte de porte d'entrée aux questions de participation et d'inclusion dans la concertation, on peut réellement pouvoir prétendre en tout cas, intégrer des personnes qui soient plus éloignées des démarches de participation citoyenne. Donc, en considérant, selon moi, le genre comme une porte d'entrée, on peut tendre vers des marges de progression pour plus d'inclusivité de manière générale dans les pratiques de concertation qu'on peut mettre en place dans les différentes collectivités territoriales qu'on représente ce soir. Donc, s'ensuit ensuite une question, c'est comment aborder concrètement le genre dans la participation citoyenne. Et donc, en partant de cette réflexion, il faut, selon moi, avoir une sorte de méthodologie ou en tout cas une petite réflexion à mener pour approcher réellement le genre dans le domaine de la transition démocratique. Et selon moi, le plus important est en fait d'adopter une vision et en fait d'adopter le genre comme prisme de lecture et donc, entre guillemets, de revêtir les lunettes du genre. Donc, ce qui signifie, selon moi, opérer un changement de vue et en fait prendre du recul pour entraîner réellement un changement de pratique. Donc, ça nécessite, selon moi, à la fois une déconstruction mentale et une innovation dans les pratiques. Donc, selon moi, pour adopter cette vision nouvelle, et je l'ai développée dans le cadre de mon mémoire, il y a une étape nécessaire qui est celle du constat d'une participation citoyenne qui est différenciée entre les hommes et les femmes, enfin, selon le genre de manière générale, et également une étape de compréhension, ou tout du moins d'appréhension des freins et des dominations à l'œuvre lors des ateliers de concertation. En fait, il s'agit surtout de faire le constat d'une participation citoyenne qui serait patriarcale et d'une citoyenneté qui serait genrée de manière générale. Et ensuite, pour progresser dans une étape de déconstruction, il est également nécessaire d'identifier et au moins ce soir de nommer les freins à la participation des femmes et des minorités de genre. Donc, je ne vais pas forcément avoir le temps d'expliquer de manière très détaillée quels sont ces freins, mais pour être assez succincte, il faut retenir selon moi 4 points. Tout d'abord, le fait que les femmes sont globalement moins disponibles que les hommes cisgenres, car elles sont notamment responsables des fonctions de care. Donc, elles ont en charge voilà, des personnes et notamment les tâches ménagères également à gérer. Également, il faut retenir que les femmes ont globalement moins accès à l'information, que ce soit au niveau des réseaux institutionnels, que ce soit au niveau du temps disponible pour faire des recherches, pour accéder à ce genre d'informations. Également, les femmes sont globalement moins mobiles. Et du coup, l'accessibilité du lieu des échanges et du lieu des ateliers de participation sont un point de tension fondamental pour pouvoir prétendre à une participation réelle des femmes au processus de concertation. Et enfin, il faut également retenir que les femmes se sentent globalement moins légitimes dans l'espace public et du coup, par la même occasion, dans les espaces de participation citoyenne. Et donc, ce dernier frein est vraiment fondamental à comprendre et à intégrer, car il ne s'agit pas uniquement d'un mécanisme d'autocensure de la part des femmes, mais bien de mécanismes de disqualification de la parole des femmes par les hommes cisgenres. Et Catherine l'a expliqué juste avant dans le cadre des assemblées plus formelles, en tout cas de la démocratie représentative, mais c'est également le cas dans le cadre de la démocratie participative. Et donc, pour ça, je peux vous inviter à lire les 2 ouvrages que j'ai écrits à l'écran et que je pourrais renoter dans le chat tout à l'heure, qui m'ont vraiment aidé à structurer mon propos et à comprendre cette idée de frein et de place que prennent les hommes cisgenres dans les ateliers de concertation. Une fois qu'on a fait donc ce constat et qu'on a revêti les lunettes du genre, se pose la question de comment concrètement repenser les pratiques de participation citoyenne. Et donc en fait, comment repenser nos pratiques et comment innover dans nos pratiques. Donc là, je vais partager avec vous des pistes de réflexion. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ça va paraître assez évident parce que vous êtes dans des collectivités qui ont déjà mis en place ce genre de pratiques, mais on pourra en échanger juste après. Donc, selon moi, avant de repenser concrètement nos pratiques, il faut surtout changer de paradigme et changer de vision. Donc, selon moi, il faut mettre de côté en fait l'intérêt général qu'on pourrait rechercher dans les ateliers de concertation, car en fait, l'intérêt général est en réalité masculin. En fait, pendant les ateliers de concertation, les femmes, les ateliers de concertation notamment pour
la création d'espaces urbains, etc. Pendant les ateliers de concertation, les femmes sont souvent critiquées pour aborder des cas particuliers. Et en fait, parce qu'elles se font souvent le porte-parole de sujets qui sont généralement occultés, donc notamment la place des enfants ou la place des personnes qu'elles ont à charge. Et en fait, donc les hommes cisgenres mettent souvent de côté ces cas particuliers au nom d'un intérêt général qui serait plus fort que tout. Et donc, en fait, j'invite vraiment pour plus d'inclusivité dans les démarches de participation citoyenne à changer de paradigme et à mettre de côté cet intérêt général. Et une fois qu'on a passé cette étape cruciale, j'invite également à repenser tout d'abord les lieux de la concertation et donc en fait à innover et à essayer de sortir un petit peu des salles municipales où peuvent se dérouler des réunions publiques assez classiques. Donc c'est-à-dire que selon moi, pour impliquer ou favoriser la participation des femmes dans les processus de participation citoyenne, il faudrait favoriser la participation in situ, donc c'est-à-dire la participation dans la rue, dans les quartiers, à la sortie des écoles, au niveau des jeux pour enfants, etc. Développer autant que possible des ateliers dans l'espace public. Et si les projets ne s'y prêtent pas ou que les ressources logistiques et ou humaines ne sont pas disponibles, essayer de dire au revoir en fait aux réunions de concertation, aux réunions publiques classiques, et du coup de repenser autant que possible la disposition des lieux, par exemple la disposition des salles dans la salle municipale, pour éviter que ça ressemble en fait à un tribunal et que ça ressemble à des arènes en fait participatives. Penser la disposition des chaises et penser aussi, pourquoi pas, une participation en mouvement, donc en impliquant le corps dans l'espace pour se positionner sur tel ou tel sujet. Et donc, en gardant en tête la participation les freins à la participation des femmes qu'on a évoqués tout à l'heure, il faut aussi, en pensant les lieux de la concertation, penser le autour de la concertation. Donc, la question de la garde des enfants est souvent montrée comme exemple emblématique, mais on peut aussi penser à l'aide à la mobilité pour se rendre sur les lieux de la concertation s'il s'agit d'une salle municipale, etc. Ensuite, pour repenser les pratiques de participation citoyenne, pour favoriser la participation des femmes, je pense qu'il faut également repenser les temps de participation. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, selon moi, tout d'abord travailler le suivi des temps de participation citoyenne pour permettre une implication à la carte, entre guillemets, étant donné que les femmes sont plus souvent susceptibles de gérer les temps de dernière minute, les petits accidents de dernière minute, etc. Et du coup, ça permettrait aux femmes de rester quand même connectées au processus de concertation. Et je pense qu'il faut également penser à quand on organise les temps de participation citoyenne, donc peut-être éviter les horaires en soirée, penser plusieurs temps de participation possibles pour un même sujet ou un même projet, etc. Et enfin, je pense que la dernière étape, c'est de repenser les outils. Donc, il y a plusieurs techniques qui existent et je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure, peut-être s'il y a des témoignages pendant le temps d'échange. Mais il faut repenser les outils. Donc, je parlais tout à l'heure de l'implication du corps dans l'espace. Et je pense qu'il faut aussi repenser l'accueil lors des temps de concertation, repenser le cadrage des échanges, etc. Donc voilà, ça fait peut-être beaucoup de pistes d'action maintenant. Mais pour conclure assez rapidement ma présentation, pour qu'on passe ensuite au temps d'échange, je dirais qu'aujourd'hui, les pratiques démocratiques, et vous le savez évidemment, sont en pleine mutation, en parallèle de plusieurs crises qu'on est en train de traverser et qui entraînent forcément des révolutions et des changements de pratiques et des changements mentaux également. Donc, il faut noter qu'en tant que praticien et praticienne de la participation citoyenne, on a un rôle à jouer pour plus d'inclusivité dans les projets urbains notamment, et également pour donc des territoires qui seraient plus durables et plus résilients. Donc, je pense que à l'heure actuelle, il faut aborder le genre et ses enjeux comme une véritable thématique. Et surtout, je pense qu'il faut envisager le genre comme un terrain d'expérimentation et également comme un levier en fait pour inclure des publics qui seraient plus éloignés des démarches participatives. Donc en fait, bon, ce sera le mot de la fin et ensuite je laisserai place aux échanges. Mais je pense qu'il s'agit aujourd'hui véritablement de penser le genre dans nos pratiques et également comme critère d'innovation dans nos méthodes. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toutes les deux d'avoir bien voulu participer, intervenir dans le cadre de ce webinaire. Je vais pas prendre beaucoup la parole du tout, en fait. Je vais surtout passer la parole à Audrey, qui a ouvert avec les intentions qu'on avait dans le groupe en ouvrant ce chantier genre et participation. Audrey, si tu veux bien
voilà, formuler une conclusion, une clôture à ce premier temps de lancement de chantier, s'il te plaît. Pour conclure, déjà, premier point, la richesse des échanges. On a fait de nombreux sujets ont été soulevés. Certains n'ont pas pu être soulevés. On voit dans le chat qu'il y a d'autres sujets, mais sur un webinaire de 2 heures, c'était pas l'intention. C'était vraiment de lancer cette dynamique et des sujets vraiment sérieux qui demanderaient à être creusés. Celui de la légitimité, de quelle légitimité on parle, selon quelle référence, quel principe, entre guillemets. Donc ça, ce serait un vrai chantier par rapport au modèle derrière la démocratie participative à re-questionner. Le modèle délibératif qui est souvent présent et qui impose un cadre, ça, Nolwenn, dans ton mémoire, tu en parles aussi. On a parlé du public, de l'informel, des choses à créer aussi. Des auteurs parlent de lieux intermédiaires du public pour qualifier mieux, au fond, ces différents formats de participation et aller plus finement sur ce que chaque format fait ou ne fait pas. Mais on arrive à une heure tardive, donc voilà, juste pour vous dire une vraie, moi très heureuse, enrichie. On a pris beaucoup de notes. On va relancer des personnes sans doute. Donc merci aux intervenantes, merci à tous les participants. Merci à tous ceux qui ont déjà proposé de contribuer aux dynamiques locales et qui vont, j'espère, le proposer après ce premier temps. Et on va vraiment, dans la suite, chercher à capitaliser sur tout ça. Donc, on a renvoyé le lien vers la page du l'ICPC où des ressources commencent à être indiquées. L'idée, c'est d'aller plus loin, pour partager des fiches méthodes, à voir. Tout ça, c'est le lancement ce soir. C'est à construire. On se donne un chantier jusqu'au printemps. Donc, toute contribution est bienvenue.